On va inviter, je vais vous présenter Franck Bochard, ou plutôt je vais te laisser, Franck, te présenter pour ce petit temps d'intro, on va dire, conférence de cadrage, c'est comme ça que ça a été appelé dans le programme. Mais, ok. Mais c'est une ta responsabilité. Mais c'est qu'on a toute confiance dans le cadrage. Dans son esprit de synthèse et de cadrage. On dirait ça après l'intervention. Et d'ailleurs, la France, l'Europe, le monde attend du cadrage sur ces questions. Non, alors Franck, aujourd'hui, tu travailles à la DGCA et je te laisserai définir quel est ton poste et ton rôle pour que les gens le sachent, mais tu as surtout auparavant aussi un long parcours et une longue histoire en étant aussi parmi les personnes un peu pionnières, à mon sens, en France, pour avoir ouvert la voie sur les questions de recherche et surtout sur les questions de lien entre la dramaturgie du spectacle vivant et les questions d'environnement numérique et art visuel. Voilà. Ok, merci Joris Mathieu, merci à vous pour votre invitation. Donc j'ai appelé mon intervention Théâtre et numérique, une perspective historique sur les enjeux contemporains. Simplement j'ai changé les dates en fait, c'est plus 1994-2024, c'est 1984-2024 et vous verrez pourquoi. Je voudrais préciser d'entrée que je ne parle pas ici en tant que responsable des politiques numériques à la DGCA. Vraiment, j'interviens à titre personnel, au titre d'une histoire, effectivement, liée à ma vie professionnelle autour du théâtre et des technologies, dans différents contextes. Ça a été les politiques publiques au ministère de la Culture à une époque, ça a été la direction d'institutions à une autre, et puis encore, ça a été aussi lié à des activités de recherche et universitaires, notamment aux États-Unis. Et puis, je me suis éloigné du théâtre, en fait, à partir de 2011, pour me réintéresser à ces questions-là pendant la pandémie. L'objectif de cette intervention, ce n'est pas de retracer la mémoire d'une période, mais de réfléchir à la manière dont les enjeux entre le théâtre et le numérique, ou plus largement la technologie, réactivent une ou des histoires. À vrai dire, la situation actuelle est pour moi un peu étrange et assez difficilement lisible. Le théâtre et le numérique se conjuguent toujours au futur. Et aujourd'hui, ce futur s'énonce dans un nouveau lexique qui s'est imposé après la pandémie. On évoque aujourd'hui la culture immersive, les expériences augmentées du spectacle vivant, ou encore le métavers qui constitue les nouvelles références d'une scène en transformation. Ou alors, il se conjugue au présent dans une sorte d'inscription normalisée dans la vie théâtrale. Je pense qu'aujourd'hui, les écrans sur la scène, la vidéo live ou préenregistrée ne font absolument plus débat sur scène, par exemple. Et la technologie ne structure plus de débats professionnels ou théoriques du spectacle vivant, comme il a pu le faire au tournant du XXe et du XXIe siècle. Dans ce contexte, il m'a semblé que le recours à l'histoire était nécessaire. C'est peut-être aussi bien de conjuguer la situation actuelle au passé, non pas dans une perspective d'accumuler les faits, mais dans celle de problématiser les enjeux du présent. Par exemple, si on revient à la culture immersive, ne mobiliserait-elle pas la culture, par exemple, de l'illusion du spectacle au XIXe siècle? Est-ce qu'elle ne réarticulerait pas des techniques proto-cinématographiques qui étaient à la jonction entre le théâtre et un cinéma en émergence? Donc, dans cette quête de problématisation, je me suis lancé sur la période 94-2024 initialement, avant de me retrouver bloqué. En fait, c'est une intervention qui a été pour moi assez difficile à faire. Et en fait, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'en ce moment, je travaille, je me suis dit, peut-être c'est parce que je travaille tellement sur l'IA. Je suis en train dans la préparation sur l'IA, etc. Et donc, je travaille sur l'IA dans tous les champs de la création. Et figurez-vous que il y a un secteur où il ne se passe pas grand-chose, etc. C'est bien sûr le théâtre. Et donc, ça m'a peut-être aussi... et donc, finalement, je me suis... Finalement, j'ai décidé de revenir à 1984, à 3 dates plus exactement, qui sont 1984, 1985, 1986, que j'appelle les 3 glorieuses, qui forment une séquence oubliée mais révélatrice entre le théâtre et les technologies. Ce lien ne se manifeste pas alors sur la scène, mais aux frontières du théâtre. Elle ne renvoie pas à des spectacles, mais à d'expositions qui jouent avec le contexte ou avec l'idée de théâtre. Et donc ces 3 glorieuses, comme je les appelle, donc je vais en développer que 2 sur les 3.
La première, c'est l'exposition Le Vivant et l'Artificiel au Festival d'Avignon en 1984. La deuxième, c'est l'exposition Les Immatériaux au Centre Georges Pompidou. Et la troisième, c'est une grande exposition sur les robots à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, où j'étais directeur artistique genre 20 ans après. Le Vivant et l'Artificiel. Donc c'est une exposition qui a eu lieu au Festival d'Avignon. Son commissaire Lubeck décrit ainsi son objectif. Il s'agissait de replacer la matière du vivant dans son contexte social, scientifique et artistique, et de montrer que l'artefact, l'objet artificiel qui fait partie de l'histoire de l'hominisation, élargit les domaines du sens et de la pratique du vivant par définition mobile. L'enjeu était donc d'interroger le vivant à travers la technologie, une préoccupation qui rejoint des problématiques très actuelles ou des publications très actuelles. Je pense par exemple à un livre qui s'appelle Are We Humans, qui est une archéologie du design, où toute la question est de montrer que la technologie, c'est le miroir perpétuellement reconstruit du vivant et de l'humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humain en dehors de la technologie. L'humain crée de la technologie qui crée de l'humain. On est dans une boucle comme ça, infinie, et qui, bien sûr, résonne aujourd'hui beaucoup avec l'IA. Cette exposition a fait l'objet d'une lettre de Wilhelm Flusser, donc un philosophe important des médias, à BFA, Bernard Favre-d'Arcier, qui était donc à ce moment-là directeur du Festival d'Avignon. Il a été à 2 reprises et qui a été aussi directeur du théâtre au ministère de la Culture. Wilhelm Flusser écrit ceci à BFA. 2 tendances sont en train de converger. L'une tend vers la simulation artificielle du comportement vivant dans les objets inanimés, l'autre vers la simulation de cette simulation dans les hommes pour que ce comportement devienne programmable. Quand ces 2 tendances se fondront pour n'en former qu'une, la distinction entre le vivant et l'artificiel sera caduque. Cette distinction est déjà difficile à faire. Comment distinguer entre des œuvres produites par des hommes et des œuvres produites par des robots? Entre une intelligence humaine et une intelligence artificielle? Point d'interrogation. C'est Lyotard qui disait aussi la technologie n'a pas été créée par les humains, c'est plutôt le contraire, et il est à l'origine de cette exposition, donc Les Immatériaux, en 1985. L'objectif de cette exposition était de procurer un sentiment postmoderne au moyen d'une scénographie et d'une dramaturgie, j'emploie les termes qu'il utilise, scénographie et dramaturgie, créant un format inédit d'exposition. Ce qu'il propose alors, c'est une nouvelle forme de parcours du spectateur. Le parcours est libre, hiérarchisé autour du son, c'est-à-dire que le visiteur se déplace avec des casques qui déclenchent avec des capteurs infrarouges des textes liés en fait à des immatériaux, comme il les appelait. Et donc il parle, Lyotard évoque un spectateur non pas contraint, mais un spectateur induit, donc qui évolue en fait dans l'exposition comme on évoluerait dans un labyrinthe. Jean-François Lyotard entend développer, je cite, une dramaturgie postmoderne visant à provoquer un deuil de la modernité. C'est le glas des métarécits, des figures héroïques, et dans cette logique de la hiérarchisation de l'action autour d'une scène centrale. À la place d'une scène centrale, il n'y a plus que des scènes singulières, activées par la présence du spectateur, pour lequel l'exposition se déroulait à la façon d'un labyrinthe. En 1986, vous avez donc une grande exposition sur les robots à la Chartreuse, alors qui est totalement tombée à l'oubli, mais il faut imaginer que dans ce monastère du XVe siècle, vous aviez une centaine de robots, et j'ai découvert en fait cette exposition quand j'étais directeur artistique de la Chartreuse, où j'ai vu toutes les archives de cette exposition, mais tout ça est passé un peu, enfin cette exposition en tout cas est passée un peu dans l'oubli, parce que en fait, après il y a eu un autre projet à la Chartreuse qui était Centre national des écritures du spectacle, lié vraiment à l'écriture dramatique, etc., où cette histoire, en fait, a été refoulée d'une certaine manière, alors que les robots, je pense par exemple, peuvent poser des questions d'écriture, qui ont d'ailleurs été posées à la Chartreuse ensuite. Donc, première partie, c'était les Trois Glorieuses, comme je les appelle. Deuxième partie, un théâtre multisonde. C'est McLuhan qui évoque le théâtre comme une multisonde. Cette idée de multisonde, c'est lié, en fait, à sa vision de technologies comme des milieux qu'on explore à travers des sondes, comme des sondes spatiales.
Et l'idée, c'est que le théâtre, c'est l'endroit où, en fait, on peut faire se croiser différents environnements technologiques et que les environnements se révèlent par contraste, en fait, et que le théâtre, c'est un peu le lieu rêvé de la mise en tension, en contraste de différentes technologies dans ce qu'il appelle un anti-environnement. On ne voit les environnements que dans un anti-environnement. En quelque sorte, le théâtre, c'est un peu l'anti-environnement qui permet de rendre ces environnements technologiques visibles. Pour comprendre les enjeux du théâtre et du numérique, donc on pourrait questionner, parce qu'on en a parlé un peu hier avec Rémi, on pourrait questionner la notion de théâtre, on pourrait aussi questionner la notion de numérique, mais bon, je ne vais pas me lancer là-dedans. Là. Il m'a toujours semblé qu'il était impossible de les enfermer dans un cadre monolithique. Il m'a semblé très tôt qu'il était nécessaire de recréer non pas une, mais des perspectives historiques, réactivant des problématiques spécifiques en fonction de l'approche retenue. À distance d'une histoire chronologique et linéaire du théâtre, à distance d'une histoire chronologique et linéaire où le théâtre se saisirait des nouvelles technologies pour prolonger les avant-gardes, il me semblait plus intéressant de faire varier les perspectives pour mettre en exergue pas tant des continuités et des ruptures que des réactivations dans le présent de passé conjugué au futur. Excusez-moi, ça peut... Voilà. Et donc, entre 1995 et 2011, j'ai travaillé comme ça sur 3 perspectives. Ça, c'est un regard rétrospectif sur 3 perspectives situées, donc qui correspondent également à 3 étapes principales de réflexion inscrites en autant de contextes discursifs différents. Premièrement, on est plutôt dans le milieu des années 90. C'est une recherche autour de l'image, donc centrée sur la scène et les écrans, le réel et le virtuel, le live et le préenregistré, dans un contexte discursif valorisant la présence, l'humain, donc on est déjà loin de 84 d'une certaine manière, et repoussant à la marge ou aux coulisses les questions technologiques. En gros, les technologies, c'est bien, mais c'est encore mieux dans les coulisses. D'où la question se posait de savoir quelles étaient les frontières du théâtre. Déjà, la question se posait de savoir quelles étaient les frontières du théâtre. Il y avait cette impression comme ça de menace qui pesait avec les technologies numériques, parce qu'elles étaient des technologies influentes, on va dire, le direct, le live. Et donc, la question était, pouvait-on les repousser, pouvait-on créer à ces frontières, ou alors tombait-on dans autre chose qui n'avait plus rien à faire avec le théâtre. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai écrit des textes qui s'appellent Théâtre et technologie entre sanctuarisation et transmutation, aux frontières du théâtre, la réalité virtuelle au théâtre, le théâtre des interfaces, vous voyez un peu ça. Et voilà. Et donc, le texte, en fait, un peu clé de cette période-là, c'est un texte que j'ai écrit sur un metteur en scène américain qui s'appelait Mark Rennie, qui travaillait à l'Université du Kansas et qui travaillait avec de la réalité virtuelle au théâtre, avec des casques de réalité virtuelle. On est en 1996. C'est la première fois, d'ailleurs, que je mettais des headsets comme ça sur... voilà. Et en fait, déjà, il y a une sorte d'ambiguïté dans ce travail-là, une ambiguïté non pas du producteur, mais de la réception. C'est-à-dire que du côté de la création, Mark Rennie revendiquait en fait un lien avec l'histoire du théâtre, notamment avec les avant-gardes tchèques, avec la scénographie d'action. La scénographie d'action, c'était lié voilà, à Svoboda, etc., à ces grands réformateurs du théâtre, pour lequel la scénographie devait épouser les contours de l'action et donc être mobile, évolutive, etc. Et donc, effectivement, la réalité virtuelle, c'était plutôt pas mal pour ça. Et aussi, il se fondait aussi sur un réformateur du théâtre américain complètement inconnu ici en Europe, qui s'appelait Robert Edmond Jones, qui lui travaillait sur le rapport entre théâtre et cinéma dans les années 30, et qui en fait avait la vision d'un théâtre qui mélangerait, qui associerait un regard extérieur sur la scène avec ce qui se passait à l'intérieur même du personnage. Et en fait, c'est ce que faisait Mark Rennie sur scène, c'est-à-dire qu'en fait, on voyait à la fois l'action extérieure et ce qui se passait dans la tête du personnage, ce qui était assez fatigant, à vrai dire. Donc ça, c'est la première partie. Donc c'était plutôt donc, sur la scène et les écrans, les images, etc. Donc ça, c'était milieu 90. Il y a eu un deuxième, à mon avis, quelque chose, une période très intéressante qui a duré très peu longtemps, qui était les charnières 90-2000, qui était la période la plus ouverte que j'ai connue sur ces questions-là. Et donc là, on était plus sur une réflexion spéculative qui envisageait les transformations, les mutations, les transmutations, qui s'appuyait à la fois sur une observation de pratiques très marginales
et sur l'inscription de ces pratiques dans une écologie des médias. Dans cette vision, le théâtre était envisagé comme un dispositif unique de confrontation donc, des environnements technologiques et médiatiques, une machine de vision d'un monde en transformation, apte à faire jouer tout type de relation entre la scène et la salle, un art vivant aussi par sa capacité à affirmer, déconstruire ou même détruire ses propres conventions. Et c'est alors que, par exemple, j'ai créé des textes qui s'appellent « Le théâtre comme machine de vision »,« Esthétique de la mutation au théâtre »,« Le théâtre est-il un nouveau média ?»« Dépasser les bornes »,« L'idée du globe ». On reviendra après là-dessus. Et donc, ce type de démarche s'appuyait aussi sur un autre lien à l'histoire. Je pense notamment, par exemple, tout ce qui était autour de la vision s'appuyait beaucoup sur, en fait, le théâtre de la Renaissance, c'est-à-dire la manière dont le théâtre a été construit comme une boîte optique et comment, en fait, on a cassé la boîte à partir du début du XXe, etc. Et comment les nouvelles technologies continuaient à casser la boîte, si je puis dire. Et pour moi, le spectacle un peu majeur, emblématique de cette tendance, était le spectacle de Robert Lepage, Elseneur, où on voyait précisément un homme vitruvien qui était renversé sur scène. Et dans une réflexion sur les esthétiques de la mutation au théâtre, enfin, j'ai fait donc dans cet article sur les esthétiques de la mutation au théâtre, je proposais 3 types de transformations possibles. La première, c'était la remédiation, c'est-à-dire le théâtre transforme des médias antérieurs, etc. Le deuxième, c'était la transmutation, c'est-à-dire qu'en fait, le théâtre change d'état, un peu comme chimiquement quelque chose change d'état. Par exemple, une mise en scène devient une installation. Voilà. Donc, c'est des metteurs en scène, il faut faire des installations, des choses comme ça. Et le troisième, c'est la recombinaison, donc les esthétiques recombinatoires, où en fait, tout peut être mélangé avec tout et se transformer, etc. Le troisième axe, donc un peu plus tard, qui était celui de la Chartreuse, donc là on est dans les années 2006-2011, c'était une recherche sur une mutation de l'écrit au théâtre, associant donc réflexion théorique et expérimentation collective, dans un contexte discursif, il faut quand même le savoir, marqué par un retour aux fondamentaux du texte et de l'acteur. Et le projet de la Chartreuse entendait précisément prendre à contre-pied ce discours autour des fondamentaux du théâtre. Cette recherche était liée à son inscription dans un monastère, qui avait été sur la longue durée un lieu porteur d'une histoire de l'écrit, et sur une période plus récente, le lieu d'un projet transdisciplinaire, confère cette exposition des robots dont je parlais. Et cette expérience a été assez riche, très riche même, à vrai dire, et en fait, elle a convergé vers un texte bilan quand je suis parti en 2011, qui s'appelait Du texte au théâtre, de la culture de l'imprimé aux environnements numériques. L'idée en fait principale de ce projet, enfin c'était l'hypothèse sur laquelle je suis entré dans le projet, c'était de dire qu'en gros, quand on parle de texte au théâtre, en fait on ne parle pas de texte, on parle de l'imprimé, c'est-à-dire on parle du livre au théâtre. Donc d'une logique du livre, qui est le fait qu'un auteur va écrire une pièce qui dans un deuxième temps va être montée dans une architecture dédiée, parce que en fait, la constitution du texte dramatique, la typographie même des textes dramatiques date de la même époque que celle de l'architecture théâtrale, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait des textes théâtraux spécifiques arrive en même temps que l'idée qu'il y ait des architectures théâtrales spécifiques dédiées. Voilà. Et donc l'idée en fait c'est que quand on parlait en fait et donc que le spectateur en fait était postulé avant tout comme un lecteur, ce qui est assez intéressant par rapport à aujourd'hui, parce que le spectateur n'est sans doute plus un lecteur. Le plaisir du théâtre, c'est pas simplement de faire des allers-retours entre un texte qu'on aurait lu et un texte qui serait monté. On a d'autres conventions qui sont en jeu. On a des spectateurs qui sont peut-être maintenant plus des joueurs vidéo, plus des gens qui sont sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, ça entraîne d'autres conventions et d'autres types de relations, etc., entre la scène et la salle. Voilà. Et donc, l'idée était de dire qu'avec les mutations de l'écrit, avec les supports numériques de l'écrit, que c'était la pratique théâtrale dans son ensemble qui pouvait être transformée. Et le projet de la Chartreuse, c'était d'explorer de manière libre, c'est-à-dire, c'était pas dire il faut faire ça, c'était dire il faut comprendre ce qui se passe, quel est le lien de l'acteur avec les robots, quel est le lien du texte avec Internet, et de voir, de comprendre ce qui mutait, et pour comprendre ce qui mutait,
l'important était toujours de partir en fait d'un état historique d'une certaine manière. Voilà. Par exemple, si je prends l'histoire du robot, parce que la première chose que j'ai faite à la Chartreuse, la première manifestation était sur la robotique, et ben je partais de 1922, date à laquelle Čapek écrit un texte qui s'appelle Ruhr et qui nomme le terme, enfin qui invente ce terme de robot en 1922. Donc voilà, c'était important de... Voilà, quand je travaille par exemple sur la question de l'actualité, du rapport au documentaire, etc., je suis parti de Piscator, donc réformateur du théâtre du début du XXe, qui en fait se posait la question voilà, il sort de la Première Guerre mondiale, le théâtre finalement est exactement le même qu'avant la Première Guerre mondiale, il dit ça c'est pas possible, il faut trouver une forme de théâtre qui parle du monde contemporain, et donc il explose la boîte optique du théâtre, il fait de la projection sur scène, et surtout il veut en fait mettre le lien, il veut créer un lien direct entre le théâtre et l'actualité de ce qui se passe dans le monde. Je ne vais pas trop parler de ça parce que j'ai pas le temps, mais voilà. Et donc voilà. Donc ça c'était la période chartreuse. Et donc à l'issue duquel je suis parti en 2011 pour me tourner plutôt vers les arts visuels. Et je ne suis retourné vers le théâtre enfin j'ai fait quelques projets par-ci par-là, mais que en 2020 en fait. Et donc c'est l'objet de ma troisième partie, un théâtre hors de Ségon, le théâtre pendant la pandémie. Donc en 2011, en quittant la Chartreuse, j'avais publié un texte dont le titre était le suivant: Dépasser les bornes, l'idée du globe. Et donc je parlais de cette... enfin ça a commencé par une citation de Ben Jonson qui disait « Contempler les ruines du monde, aurait dit Ben Jonson devant le théâtre du globe en flammes ». Donc à partir de Shakespeare et de Piscator, je m'étais posé la question de la confrontation du théâtre à un environnement globalisé et interconnecté. Donc cette démarche avait structuré un certain nombre de sondes, qui étaient ces démarches d'expérimentation, et d'un festival d'été autour de l'idée du théâtre du globe. Et je me demandais alors à quoi peut ressembler le théâtre du village global où la distance est abolie, comment se saisir au théâtre de ce qui nous saisit au niveau planétaire, comment faire venir le lointain dans le proche. Il s'agissait en fait donc de faire venir le monde dans le théâtre d'une certaine manière. Mais en 2020, c'est exactement le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que le théâtre s'est réfugié sur les réseaux. Et j'ai vécu cette période comme un curieux cocktail entre le cyberespace, pour le coup, des années 90, avec ses performances en ligne, et en fait l'écriture d'un récit collectif de science-fiction dans un contexte totalement inédit, à la limite dans un contexte d'espérance de pensée pure où la vie se confondait avec la technologie, d'une certaine manière. Nous étions au théâtre, et je reprends à nouveau McLuhan, avec des masques phosphorescents, il disait ça, je ne sais plus, voilà, c'est-à-dire on voyait le théâtre à travers des écrans. On devenait des performeurs ubiquitaires, et ces masques nous ont permis de communiquer à travers des écrans, mais nous ont aussi transportés, téléportés à travers le monde. C'est vrai, enfin, vous avez peut-être assisté à des performances, voilà, mais parfois on avait l'impression effectivement de rencontrer des gens dans des théâtres, etc., qu'on connaissait, aussi je suis monté sur scène, par exemple, dans un spectacle, enfin bon, bref. Et donc ça, c'était quand même nouveau. Hein. Et donc, voilà, donc j'étais très intéressé par ce qui est apparu à ce moment-là. J'ai écrit plusieurs articles, j'ai fait une veille. Et j'ai commencé à me dire, j'ai écrit un article notamment qui s'appelait Le théâtre à distance à l'ère du numérique. Donc là aussi, recréer une perspective historique, dire qu'en fait que le théâtre à distance avait existé avant le numérique, avec le théâtrophone au début du XXe siècle. On pouvait faire du théâtre à distance via le téléphone. C'était pas une curiosité, si, c'est une curiosité d'une certaine manière. C'est quand même un dispositif qui a duré 40 ans, donc on ne peut pas dire que c'est non plus totalement une curiosité. C'est quelque chose qui a structuré un rapport à la vie théâtrale pendant quand même des dizaines d'années. Mais voilà, mais ça a été complètement oublié. Et donc je me suis intéressé aussi à comment la pandémie a remis en cause la notion de présence au sein de la représentation théâtrale, historiquement ancrée dans l'idée d'une coprésence physique,
dans ce contexte où la vie se déroulait dans un environnement technologique, la notion de présence était articulée plus à celle du live, c'est-à-dire du direct. C'est cette notion de direct qui a donné le terme de spectacle vivant en France. Donc quand on a entendu par exemple des hommes de théâtre dire pendant la pandémie on ne peut pas faire des choses avec le numérique parce que le théâtre c'est du vivant, en fait ça n'a pas de sens parce que le vivant ça veut dire le direct, ça ne veut pas dire la coprésence en fait. Voilà. Il faut dire que donc j'ai fait d'ailleurs des choses qui s'appelaient Lost in Translation parce que en fait du coup ce discours il a pris quand même un peu trop de place et il a été plus valorisé à la limite que les artistes qui essaient de faire des choses pour maintenir un lien avec le public. Et je pense qu'en fait cette expérience elle nous a contraints en fait à réfléchir à cette notion de présence et de live dans un contexte de connexion qui n'est plus du tout redéfini donc comme une coprésence physique, ni non plus complètement comme du direct, mais comme étant fondé sur l'attention, l'interaction et la participation du public. Donc c'est la notion en fait d'interaction et de participation qui va devenir importante à la limite autant que celle de direct. Ça veut dire qu'en fait il y a quelque chose qui s'est, l'hypothèse c'est qu'il y aurait quelque chose qui se serait déplacé entre l'acteur et le spectateur. Et c'est vrai que ça a été une époque où, en fait, autant que des nouvelles formes artistiques, ce qui a été expérimenté, c'est des nouveaux types de relations. Et ce phénomène a été d'autant... le pays sans doute où c'était le plus fort dans cette quête de nouvelles formes de relations, ça a été les États-Unis. Pour une raison qu'on peut expliquer, c'est qu'en fait, au début de la pandémie, le syndicat des acteurs a interdit aux acteurs de jouer dans les théâtres pour les protéger. C'est leur syndicat. Et donc, qu'est-ce qu'on fait les acteurs dans un contexte très technophobe aux États-Unis, le théâtre est très technophobe, pour des raisons qu'on peut expliquer. Ils se sont rués sur les réseaux sociaux parce que les théâtres, en fait, a développé, aux États-Unis, les réseaux sociaux sont beaucoup plus développés dans les structures culturelles qu'en France ou en Europe de manière générale. Et donc, ce sont devenus vraiment les nouveaux plateaux, en fait, des acteurs. Et aussi parce qu'on est dans une culture qui valorise avant tout le lien avec la communauté. C'est-à-dire que quand vous êtes un artiste, vous travaillez en lien avec une communauté. Ce n'est pas votre problématique esthétique qui sont importantes, c'est comment, en fait, vous allez garder le lien, en fait. Voilà, c'était ça la problématique. Voilà, et pour conclure, en fait, la question aujourd'hui serait de savoir si on est vers un tournant qu'on pourrait dire performatif, du tout performatif, du performatif ubiquitaire. Ce qui est sûr, c'est que les croisements entre le spectacle vivant, les technologies, les médias évoluent sur un terrain de plus en plus mouvant, complexe, dynamique, un champ aussi qui est plus dispersé. C'est-à-dire que peut-être nous, on a tendance à penser que le théâtre en dur est au centre, mais peut-être que cette performativité, elle relativise complètement en fait cette place du théâtre. Et la question qu'il va falloir se poser, c'est comment on crée en fait de l'articulation, du lien entre ces différents plateaux. C'est-à-dire qu'en fait, on serait aujourd'hui on irait vers une sorte de scène élargie. Et la question donc aujourd'hui quand même, c'est de savoir comment à partir d'une situation comme celle-ci, on crée des nouveaux médiums. Un nouveau médium, en fait, c'est pas simplement des nouvelles technologies. Un médium, c'est un croisement entre des dimensions technologiques, sociales, culturelles. C'est-à-dire ça combine une pratique, un contexte, un modèle économique aussi, mais aussi un discours. C'est-à-dire qu'un médium, c'est aussi un discours sur le médium. Et un médium aussi, c'est la construction d'une manière d'être spectateur. C'est-à-dire c'est le médium qui, en fait, recrée le spectateur capable de coévoluer dans la proposition. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'était un peu long, mais...